Chers amis auditeurs de Radio Inhingi, ce soir je suis avec Kalorine Ndereyehe. Kalorine Ndereyehe vient de sortir un livre aux éditions Scriba à Bruxelles, un livre intitulé Ma contribution à la véritable conquête de la souveraineté du Rwanda. Bonsoir Kalorine Ndereyehe. Bonsoir Moussa Birmana Gaspard, comment ça va? Ça va bien, mais c'est au sujet de votre livre dont on va parler. Dans votre livre, déjà dans les premières pages, vous parlez de vous, Karori. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Merci Gaspard. Je ne sais pas par où commencer, mais je suis un Rwandais né en 1949 d'une famille paysanne dans ce qui s'appelait la chefferie du Bugarura, sous la monarchie. Cette région est devenue ensuite partie de la préfecture de Ruhengeri sous la première et la deuxième république. Actuellement, elle est inclue dans ce qui fut rebaptisé par le FPR district d'Ogakenke. Je suis marié, père de 7 enfants, de 12 petits-fils. Ma formation académique, je suis ingénieur agronome. C'est pour cela que nous avons eu plusieurs conversations sur la radio-télévision Inhingi à propos de l'agriculture au Rwanda, mais en Kinyarwanda principalement. J'ai exercé plusieurs fonctions de gestion des projets agricoles. Et quand nous avons fui le pays à cause de la guerre, j'étais directeur général de l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda. En exil, je fus deuxième président du RDR. Le premier était Nzabahimana François et le troisième a été Madame Victoire Ingabire. Après la disparition du RDR qui s'est intégré ou qui a fusionné avec d'autres organisations politiques pour devenir actuellement les FDI Inhingi, j'ai occupé différentes responsabilités comme conseiller ou commissaire politique. Actuellement, je suis aussi membre de la commission stratégique de la plateforme PIPAI, dans laquelle, avec 5 organisations qui font coalition avec les FDI. Je ne sais pas si ça suffit ou si je dois aller au-delà, mais je pense que ça suffit. Merci Karori, ça suffit de façon que ceux qui voudront avoir plus d'informations vont acheter le livre et on va leur indiquer les adresses. Alors, en lisant votre livre aussi dans les débuts, je suis frappé par le fait que vous êtes quand même d'une famille modeste, comme cela se voit. Mais d'où vous est venue cette fibre politique? Parce que même dans les débuts, on voit que vous avez été dans différentes organisations politiques, même quand vous étiez étudiant en Italie. Ah oui, Gaspard, je ne saurais quoi vous dire. Hein? Je ne suis pas du tout spécial. C'est la nature que j'ai reçue de Dieu. Écoute, j'ai eu la chance d'avoir les qualités que j'ai. Je n'ai rien payé pour les avoir. J'ai eu la chance d'avoir une harmonie en famille et de grandir avec mon équilibre mental qui m'a permis d'aimer les personnes en tant que personne sans tenir compte ni de leur ethnie ni de leur provenance régionale. Tu sais, je déteste depuis mon jeune âge, comme c'était l'habitude de la famille, je déteste l'injustice et j'ai toujours l'empathie de la souffrance des autres. Donc, pour dire, vraiment, je ne sais pas comment ça a commencé. Fait est que quand j'ai grandi, bien sûr, comme je venais d'une famille paysanne, j'ai vu la pauvreté qui sévissait dans le milieu rural. J'avais des problèmes aussi pour avoir le minerval pour me faire payer mes études. Et mon père devait aller régulièrement travailler en Ouganda pour avoir mon minerval. Donc, je me sentais redevable à mes parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que j'accède aux études secondaires. Et puis, en fait, je me suis senti toujours redevable rwandais qui m'ont permis de faire des études universitaires. Alors, c'est pour cela que chaque fois qu'il y avait injustice vers le peuple rwandais, quand je voyais que le peuple rwandais souffrait dans la pauvreté,
je faisais tout le possible pour me battre pour leurs droits et les aider à sortir de cette pauvreté. Voilà, après avoir étudié, j'ai pu étudier en Italie. Donc j'ai eu le contact avec les pays démocratiques en Europe qui m'ont permis de me sentir un homme libre sans complexe, d'être ce que je suis ou ce que je suis, donc de lutter pour les droits humains. Voilà, donc je ne saurais quoi vous dire, Gaspard. Oui, merci Karori. Mais j'ai encore une autre question. Qu'est-ce qui vous a poussé au fait quelle est votre motivation à écrire ce livre, Karori? Bon, écoute, ça faisait longtemps que je réfléchissais pour sortir ce livre. En fait, vous savez, j'approche maintenant les 70 ans. Et je me disais que les gens que j'ai vus grandir, qui entrent maintenant dans la politique, je me sentais dans l'obligation aussi de partager mes expériences. Donc, mon objectif principal, j'ai écrit ce livre pour m'adresser d'abord aux plus jeunes que moi, envers lesquels je vais partager mes expériences et les aider à évoluer aussi dans la mesure du possible et de s'affirmer politiquement et de continuer le travail que nous faisons actuellement. Deuxième objectif, c'était de m'adresser aux Rwandais de toutes les ethnies pour susciter l'histoire et l'espoir que nous ne sommes pas des damnés de la terre, hein, et montrer que nous pouvons vivre ensemble et partager le patrimoine de notre chère patrie sans nous entretuer. Puis, il y a un troisième volet qui consistait à m'adresser aux chercheurs sur l'histoire rwandaise. J'apporte donc ma pierre pour la construction et la compréhension de l'histoire du Rwanda. Enfin, même si ce n'est pas tout, j'ai voulu aussi fournir les informations aux étrangers sur la face cachée du calvaire des réfugiés rwandais depuis 1994. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'embargos sur nos publications et donc j'ai beaucoup d'archives qui concernent les réfugiés rwandais. Et donc, j'ai voulu partager dans la mesure du possible ce qui était disponible, et surtout pour montrer certains aspects de la crise rwandaise, notamment depuis la prise du pouvoir par le FPR. Et ces aspects sont souvent offusqués par la narration officielle du gouvernement dominé par le FPR, ce qui fait que la plupart des étrangers ont une vérité tronquée sur le Rwanda. Voilà donc ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Je ne voulais pas vraiment rester avec toutes les expériences que j'ai et les avoir seules pour moi. Donc j'ai toujours aimé le partage. Et voilà. C'est ça. Ok, alors le livre, comme le titre l'indique, est une contribution. C'est votre contribution à un combat politique que vous avez commencé très tôt, comme je l'ai indiqué. Est-ce que, Karori, est-ce que votre combat a un bilan? Oui, absolument. Il a un bilan. Mais vous savez, Gaspard, en politique, faire un bilan, c'est difficile quand on n'exerce pas le pouvoir. Donc, mon combat politique a concerné principalement la lutte pour que les Rwandais jouissent de leur liberté, et pour qu'il y ait l'équité sociale au Rwanda. Alors, j'ai appliqué mes convictions partout où j'ai travaillé. Hein. Et beaucoup de Rwandais qui me connaissent, au Mutara, du Congoro et même à Lisa, j'ai lutté pour que il y ait vraiment chacun jouisse de ses droits. Et j'ai lutté aussi pour le développement de l'agriculture qui faisait vivre 90% des Rwandais. Et partout où j'ai passé, je pense que j'ai fait de mon mieux pour que vraiment les agriculteurs
augmenter leur production et que leur production soit valorisée à la juste valeur. Alors, j'ai défendu aussi les intérêts, disons que depuis que je suis réfugié, j'ai défendu les intérêts des réfugiés. J'ai associé les jeunes à mes réflexions. Je les ai vus grandir maintenant. La plupart d'entre eux, ils arrivent sur les trentaines et les quarantaines d'années. Et ils commencent à prendre le flambeau. Je peux dire que vraiment, depuis que j'ai lancé l'appel à la jeunesse en 2000, auquel Victoire a répondu positivement, il y a d'autres jeunes que j'ai vu grandir et qui ont empiété sur son pas. Et donc, je suis heureux que les autres ont suivi et ils sont nombreux maintenant. Nous ne pouvons pas tout faire, hein, Gaspard. Ou bien nous faire l'illusion de faire tout aboutir. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas être éternellement de bons joueurs. Nous devons savoir passer le flambeau. C'est un apprentissage aussi au passage du pouvoir dans la démocratie. Donc, savoir laisser les autres jouer. Je suis heureux de voir que beaucoup de jeunes que j'ai vu grandir reprennent le flambeau avec efficacité et détermination. Et donc, je pourrais, disons, exprimer ma satisfaction au niveau professionnel que j'ai exercé et aidé les paysans rwandais à lutter contre la pauvreté et la famine. Au niveau politique, d'avoir contribué à ce que les jeunes s'impliquent dans la réflexion politique et contribuent à la lutte pour les droits civiques et politiques. Voilà. Merci Karori. Quand on feuillette votre livre, on voit que vous rédigez en fait vos mémoires. Et vous savez, les mémoires ils sont rédigés à la fin d'une carrière. Est-ce que on peut dire que la publication de ce livre sonne la fin de votre carrière politique? Non. Bon, écoute, la carrière politique, en termes d'être sur le devant, sur la ligne de fond, peut-être un peu. Oui, je crois que actuellement, ces mémoires, justement, je les écris, comme je l'ai dit avant, pour qu'elles servent aussi de référence à mes collègues. Mais je ne me tire pas totalement de l'activité politique. Hein. Vous savez, quand vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupe de vous. Hein. Donc, on ne peut pas aller en retraite politique quand la lutte continue. Donc, je reste disponible là où les chefs d'équipe ou les décideurs actuels des organisations politiques, ils ont fait partie, me laisseront jouer. Je vais donner les supports et les conseils qu'ils jugeront nécessaires. Et donc, je ne pense pas disparaître de la scène politique, mais disons que je ne jouerai pas la ligne à part. Merci. Merci Karori. Entrons maintenant dans le livre proprement dit. Je constate que sur 460 pages, vous consacrez 100 pages au RDR. Le RDR étant le parti fondé dans les camps de réfugiés, donc c'est le rassemblement de retour des réfugiés au Rwanda. Et le RDR, pour ceux qui nous suivent, a été fondé à Mugunga, c'est ça, et c'est François Nzabaimana qui en a été le premier président. Vous en avez été le deuxième président, et le troisième président, c'était Victoire Ingabire. Et alors, pourquoi s'être attardé sur le RDR, Karori? Oui, Gaspard. D'abord, clarifions, le RDR, même si c'est la même consommation, c'est le même sigle, lorsqu'il a été créé à Mugunga, ce n'était pas une organisation politique, c'était un groupe de pression, une organisation pour un peu mobiliser l'Assemblée,
des réfugiés pour le retour dans la paix, le retour rapide, c'est ce qu'on souhaitait. Et donc, il est devenu organisation politique à partir de 1998. Et c'est là où j'étais justement le deuxième vice-président. Et cela, on était en Europe, disons que l'aspect, disons, RDR, formation politique, ça a commencé, ça a été commencé par les réfugiés rwandais qui étaient en Europe. Bon, ceci dit, je vous ai dit que je suis réfugié depuis 1994, donc je suis réfugié rwandais. Donc ce livre est aussi mon histoire. C'est ton histoire, toi-même, qui es réfugié. C'est l'histoire de beaucoup de réfugiés, depuis l'exode à dimension biblique que nous avons vécu en 1994. Or, c'est difficile vraiment de parler des réfugiés rwandais de cette période sans parler du RDR, qui fut la première organisation des réfugiés rwandais. Je m'y attarde parce que cette organisation quand même a une dynamique, a une évolution qui m'a permis surtout de revoir, de passer en revue tous les aspects politiques du problème rwandais, de la crise politique rwandaise. Et donc, si vous vous souvenez bien, cette organisation est née dans la période où les Rwandais étaient sacrifiés à cause des intérêts géostratégiques des pays occidentaux, mais aussi au moment même où les Rwandais eux-mêmes avaient des blessures qui minaient leur solidarité, des cicatrices qui ne sont pas encore d'ailleurs complètement fermées. Hein. Ce sont ces blessures qui sont à l'origine des clichés caricaturaux qui empêchent encore l'opposition démocratique de consolider sa collaboration. C'est pourquoi, bien que je parle de l'IRDR, vous verrez que beaucoup de pages sont consacrées au régionalisme et à l'ethnisme, hein, qui occupent une place non négligeable dans ces pages, pour montrer que ces deux mots ne constituent pas vraiment le vrai problème et le principal problème de la crise rwandaise. Et ça, je voudrais vraiment que les gens s'y attardent, comprennent, parce que des fois, les gens pensent que la crise rwandaise est à cause du régionalisme, est à cause de l'ethnisme. Ce ne sont que des manifestations de cette crise profonde qui, en fait, découle de l'absence de la démocratie et d'un état de droit. C'est un diagnostic effroyable qu'on découvre quand on l'aborde avec du sang-froid. J'espère que le lecteur découvrira donc que le RDR a fait vraiment une analyse en profondeur. Je parle du RDR, les gens ont souvent tendance à croire que c'était monolithique. Il faut dire que beaucoup, parmi les fondateurs du RDR, il y avait toutes les tendances des partis politiques qui sont nés au Rwanda entre 1991 et 1994. Donc, certaines personnes qui étaient dans les comités du Sud Kivu, de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest, bon, ils étaient de plusieurs formations politiques qui étaient au Rwanda. Je ne vais pas les citer maintenant. Celui qui voudra, il les découvrira en lisant le livre. Mais quand même, je veux dire que le RDR a fait un travail énorme de réflexion avec des personnes de provenance de différentes opinions politiques, de différentes couches socio-économiques. Et donc, vraiment, pour moi, ça constitue la base de ma pensée politique qui a continué jusqu'à présent et qui a été mise sous une ou plusieurs formes par les organisations qui sont nées après. Et il y a une autre raison quand même qui n'est pas des moindres aussi. Hein.
c'est qu'une large partie du public au niveau international a pris connaissance du RDR en 2010 durant le procès de Victoire Ingabire Umuhoza. Vous vous souviendrez que justement le fait d'avoir été le troisième président du RDR était comme une circonstance aggravante dans les fausses accusations qu'on a menées contre elle, et qui lui ont valu d'ailleurs injustement 15 ans de prison. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Bon, vous avez bien suivi son procès, que toutes les organisations de droits de l'homme ont dit que c'était un procès politique, même que la Cour africaine des droits de l'homme a confirmé que l'accusé avait été élevé dans ses droits. Or, dans la période où le RDR a été fondé, le RDR a fait des réflexions, le RDR a fait est passé sous une forme d'organisation politique. Nous souffrions, nous les réfugiés rwandais de 94, nous souffrions pratiquement de l'embargo total médiatique, de l'embargo diplomatique. Et donc, beaucoup d'archives ont été, beaucoup d'assertions ont été faites par les caciques du FPR en voulant charger Ingabire de ce qu'on lui accusait. Donc, or, justement, c'est cette lecture erronée, cette identité erronée du RDR qui a circulé dans les journaux, je veux donner ma contribution pour montrer l'inverse de ce que le FPR a montré. Et puis encore, hein, bon, je ne voudrais pas m'y attarder beaucoup, mais j'ai voulu aussi montrer que 25 ans après, les analyses du RDR restent pertinentes. Car politiquement, rien n'a changé. Le Rwandais n'a jamais connu de pire dictature que celle du FPR, même sous la féodalité. Vous savez, maintenant ce qui se passe au Rwanda, même de mon jeune âge, je ne l'ai jamais vu sous la féodalité. Or, la justesse de ces analyses peut s'expliquer par le fait en fait que on a associé beaucoup de gens à cette réflexion. Il y a eu souvent de séances houleuses, hein, parce qu'il y avait des débats contradictoires. Ça a permis vraiment de donner des conclusions solides qui sont valables jusqu'à présent, n'est-ce pas? Donc, je veux aider les gens à comprendre comment des personnes innocentes ont été poussées à faire l'impensable, à s'entretuer, à fuir le pays, à mourir de choléra, à être suivis dans le Zaïre et tués pour des raisons presque machiavéliques. Voilà. Donc, le lecteur, je fais découvrir comment aussi les gens honnêtes se sont laissés rouler dans la farine pour soutenir le monstre qu'est devenu le FPR, et qui non seulement opprime nos compatriotes, mais qui chaque jour les Rwandais qui pensent différemment que l'idéologie du FPR. Donc voilà, le RDR et le réfugié rwandais de 94, son histoire, son évolution politique, on ne peut pas en parler sans vraiment toucher le RDR dans sa profondeur. Oui, merci, je continue un peu dans votre livre, je feuillette, je vois en diagonale. Je vois que vous passez en revue les différents partis politiques de l'opposition extérieure, ils sont nombreux,
Et je vois que vous vous placez au centre de leur coalition. Est-ce que cette coalition, elle était nécessaire, elle est nécessaire, elle reste d'actualité? Et quel a été votre rôle et quel est le degré de faisabilité de ces coalitions, Caroline? Bon, merci Gaspard. Vous savez, oui, comme je disais, donc, après le RDR, il y a eu beaucoup de tentatives de création d'autres organisations politiques. Hein. J'accepte parce que moi, je préfère quelqu'un qui s'agite autrement ou qui passe autrement que quelqu'un qui ne fait rien. Donc, j'accepte ça. Mais mon principe et ma tentative a été toujours de parler, d'approcher les différentes organisations politiques pour qu'on voit ensemble comment coordonner nos activités et pour que nous atteignions en fait le but ultime qui était celui d'aider le peuple rwandais à se libérer du joug de l'oppression du FPR. Mais ça n'a pas toujours réussi. Donc, je m'attarde sur les tentatives de coalition des partis de l'opposition pour attirer encore une fois de plus l'attention des leaders politiques sur leurs responsabilités politiques devant l'histoire. Parce que des fois, certains me semblent ne pas comprendre qu'ils commencent à vieillir et que c'est le Rwanda de demain qui devrait être au centre de leurs préoccupations. C'est pour cela que vous trouvez des fois des gens qui se cramponnent comme s'ils étaient les seuls leaders éliminés. Et donc, moi, je pense que j'ai voulu mettre ce chapitre, un chapitre très important, pour retracer un peu l'histoire des formations politiques, des alliances qui se sont succédées. Quand vous voyez justement à la page 193 du livre, hein, vous allez constater que c'est presque un éternel recommencement. Hein, comme si nous étions de personnes immatures. Et les gens créent, dissolvent, recommencent, redétruisent encore, recommencent. Donc, je ne sais pas, beaucoup, on dirait que beaucoup se plaisent à réinventer la roue au lieu de contribuer à l'amélioration de la qualité du produit. Donc, avec ce chapitre, j'invite sincèrement encore les leaders de l'opposition démocratique rwandaise d'accepter de dialoguer pour clarifier leurs contentieux qui les amène à travailler en ordre dispersé. En effet, des politiciens responsables, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, trouveraient un espace commun pour analyser sans tabou les causes qui entraînent le foisonnement des formations politiques sans différence idéologique fondamentale, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de passer en revue beaucoup de programmes politiques, de déclarations d'intention. Il n'y a pas vraiment de grandes différences. Hein. Or, je crois que la priorité actuelle est d'amener le FPR d'accepter l'ouverture de l'espace politique. Je pense que c'est seule cette liberté politique qui s'exercera dans l'ouverture de l'espace politique, qui permettra à qui veut essayer d'assouvir ses ambitions politiques. On peut bien se targuer d'être leader illuminé ou bon penseur en exil, mais à la fin des fins d'histoire, il appartient au peuple rwandais d'exercer sa souveraineté en choisissant libéralement ses dirigeants. Donc, si maintenant les gens de l'opposition démocratique se mettent ensemble et mettent le paquet pour l'ouverture de l'espace politique, une fois qu'ils arrivent au Rwanda, ils peuvent s'affirmer comme ils veulent. Si le peuple rwandais leur donne le pouvoir, leur délègue le pouvoir, ça ira. Mais il est inutile de s'entre-déchirer maintenant, inutilement. Hein, n'est-ce pas? Je vois vraiment des gens, des collègues
avec qui j'ai fait la lutte ou continue à faire des luttes, qui se vilipendent pour de rien du tout, alors qu'ils pourraient vraiment travailler ensemble pour pour secouer le FPR. Voilà donc, pour que l'opposition démocratique conjugue ses efforts, il est nécessaire j'invite les gens de tenir un dialogue inclusif entre les leaders. Avant que nous parlions même du dialogue interrwandais hautement inclusif, il est normal que les leaders de l'opposition démocratique se rencontrent. Et s'ils sont cohérents et conséquents, ils devraient vraiment se dépasser, trouver une autorité morale consensuelle qui puisse les aider à réaliser ce dialogue. Autrement, on va aller dans les partis, on en sort, on crée notre petit parti. Une fois ce petit parti est créé, il vient, il dit, ah, moi je suis prêt à collaborer avec tout le monde. Alors, vous voyez, vous quittez un parti, vous allez créer notre parti, vous êtes à peine à l'extérieur, vous appelez le parti que vous avez quitté de collaborer avec vous. Moi, je pense que cette démarche, vraiment, il faut l'arrêter et les gens doivent travailler main dans la main. Merci. Merci Karoli. Je crois qu'on ne peut pas exposer tout le livre dans cette interview, sinon le livre ne serait pas acheté. Plutôt, je vous pose une dernière question. Que vous direz-vous à nos auditeurs pour les inciter à acheter ce livre, Karoli? Mais écoutez, moi je pense que c'est vraiment ce livre contient beaucoup de documents inédits. C'est une mine d'or, hein, je dois le dire. J'ai travaillé beaucoup avec mes collègues, j'ai eu même des gens extérieurs qui ont relu, qui ont censuré, qui ont posé des questionnements. C'est vraiment un document qui n'expose pas seulement mes idées. C'est un livre qui n'expose pas seulement mes idées. C'est un livre qui contient les idées, qui reflète les réflexions que j'ai faites avec d'autres collègues, hein, de différents horizons, comme je l'ai dit, de différentes ethnies, de différentes régions. Et c'est pour cela que justement nous arrivons à la conclusion à dire que et les Hutus, et les Tutsis, et les Bakiga, et les Banyinduga, et les Baganza, et je ne sais quoi encore, peuvent vivre ensemble en harmonie sans être prisonniers de leur histoire. Je pense que au-delà des caricatures desquelles certaines personnes se rendent champions pour cacher leur incapacité à se dépasser à travailler avec les autres, hein, les idées qui sont dedans peuvent être adoptées et adaptées par n'importe qui. Donc pour moi c'est une source aussi d'inspiration. Je ne prétends pas être tout connaître, mais j'ai puisé dans beaucoup de documents inédits. Par exemple, quand vous allez voir le programme politique de l'UFDR. L'UFDR, c'était une coalition avec les gens qui venaient à peine de quitter le gouvernement du FPR. Donc les gens, les FRD, et nous avons fait des réflexions ensemble et nous avons produit un programme politique qui, de toute façon, dépasse sûrement l'entendement de ceux qui avaient fui en 94, mais aussi ceux qui ont fui en 95 et même après. Ce livre aussi montre le cheminement et la pensée des gens même qui étaient dans le FPR, qui ont fui après. Donc, et puis, quand vous voyez les annexes, il y a beaucoup de documents inédits, notamment l'annexe 3, 4, 6, 10 et 12. Vous allez voir que ça donne vraiment l'évolution de la pensée politique de beaucoup de Rwandais. Et je pense que le lecteur aura l'occasion vraiment de découvrir combien de choses sont dedans qui semblaient non connues, dont les gens pensent que quand les gens réinventent la roue maintenant, c'est parce qu'ils
ces documents n'avaient jamais été publiés. Maintenant, je les porte à la disposition du public et j'espère que chacun pourra y mettre du sien et donc analyser les stratégies pour mettre en œuvre les stratégies, les mécanismes pour sécuriser et rassurer tous les Rwandais en vue que chaque Rwandais se sente libre, soit libère du lourd fardeau de son origine, de sa région, de son ethnisme, pour qu'il vive vraiment comme un homme libre et pour que, en fait, on puisse ensemble redonner au peuple rwandais sa souveraineté. Voilà. Merci Karoli, je rappelle à nos auditeurs qui voudraient se procurer le livre qu'ils peuvent se rendre sur le site des éditions Scribe, c'est www.édition-scribe.com. Ils trouveront toutes les informations. Merci Karoli.